We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, les conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business, disponible sur thegoodgoods.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute! Les stocks dormants représentent 12% de la production globale de textiles chaque année. Un marché estimé à 120 milliards d'euros, mais également une part non négligeable des 7% de déchets mondiaux produits par la seule industrie de la mode en 2021. S'ils sont présentés comme une vraie solution, à la fois dépolluante et circulaire, ils s'accompagnent de nombreuses questions. Où sont-ils ? Quels sont les volumes disponibles ? Qui évalue la qualité ou encore le prix juste ? Et quid de la propriété intellectuelle ? Pour structurer ce marché et saisir une double opportunité économique et écologique, Charlotte et Éléonore ont fondé Uptrade, la première plateforme B2B européenne de revalorisation des stocks dormants. Uptrade est aussi bien au service des fabricants et des fournisseurs de tissus qu'à celui des créateurs de vêtements, de l'artisan aux marques habituées au très grand volume. Une offre centralisée, un accompagnement au design qu'il faut intégralement repenser, et même bientôt un label pour les produits upcyclés. Je laisse Charlotte et Éléonore nous raconter. Très bonne écoute! Éléonore et Charlotte, bonjour. Bonjour Victoire. Bonjour Victoire. Vous allez bien? Ouais, super. Ça va? Et toi? Très bien, ça fait une petite parenthèse sociale dans cette époque étrange. Exactement. Je vais vous demander de vous présenter pour commencer, s'il vous plaît. Alors, je commence. Je suis Éléonore Rotelet, la cofondatrice d'Uptrade. Alors, j'ai un parcours plutôt classique, sorti d'école de commerce, mais j'ai toujours été en fait très sensible aux enjeux sociaux et environnementaux. Très souvent impliquée dans des projets avec des associations ou des ONG en France et à l'étranger. J'ai donc vécu 3 ans au Cambodge. Je bossais pour une entreprise sociale qui développait des fibres textiles naturelles. Et l'objectif, en fait, c'était de faire en sorte que les femmes qui ont ce savoir-faire ancestral de tissage du lotus, par exemple, qu'elles soient rémunérées à juste valeur pour pouvoir être indépendantes. Donc, c'était un peu la première fois que j'ai mis les pieds dans ce monde du textile et de la mode. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 2 ans comme business developer dans une start-up française de la EdTech, où j'ai beaucoup appris et où l'objectif était de réduire la fracture numérique en fait, entre les différents territoires français ou les différents milieux sociaux. Mais besoin en fait au bout d'un moment, après ces 2 ans passés, de me recentrer sur un projet qui me collait plus. Et donc c'est comme ça que j'ai assez naturellement rejoint Charlotte, que je connaissais d'avant, puisque c'est une amie, et que je vais laisser se présenter. Donc seconde cofondatrice, Charlotte Billot. J'ai un background en école de commerce, tout ce qu'il y a de plus normal. Un master 2 en logistique et achat de l'ESCA. Et puis après ça, j'ai passé 7 ans et demi dans une entreprise qui faisait du troc. On achetait des actifs sous-performants, c'est-à-dire tout ce qui est un stock de produits dévalorisés pour X raisons, des dates courtes sur de l'alimentaire ou des produits amortis, qu'on échangeait contre des optimisations de dépenses médias et hors médias. En fait, mon rôle dans ce job, c'était de trouver une seconde vie à tous ces actifs sous-performants. Donc j'ai travaillé sur des produits ultra différents les uns des autres. J'ai travaillé sur le produit fini, du produit de la matière première, des semences, j'ai travaillé sur vraiment plein de trucs différents. Mon job, c'était vraiment de trouver une solution à un problème. Et j'ai adoré ce boulot. Mais bon, c'est un boulot de niche quand même. Donc pour se recycler et se trouver une seconde vie à soi, eh ben, c'est pas évident. Je rentrais dans aucune case. Du coup, j'ai repris mes études à l'ESCP en master dans l'entrepreneuriat, l'innovation digitale. Et j'ai voyagé pendant 18 mois en même temps que je bossais. Je faisais des parenthèses et je partais visiter les écosystèmes de start-up avec le SCP. C'était hyper instructif et ça m'a donné le coup de fouet dont j'avais besoin pour me lancer dans la vie pro. Et en finissant ce master, je suis partie de ma boîte et j'ai monté Uptrade. Et c'était en février 2019. Qu'est-ce que c'est Uptrade ?
Alors Uptrade, c'est la première plateforme B2B européenne de revalorisation de stocks dormants. Donc grâce à cette plateforme, on permet aux professionnels, marques, créateurs et même autres de s'approvisionner en tissus qui sont jusqu'à présent inutilisés et de leur donner une seconde vie. Donc notre mission, on va dire un peu plus globale, c'est simplement de lutter contre le gaspillage textile. Donc ça va faire 2 ans et vous êtes actuellement combien ? On est actuellement 2. Et un stagiaire. Ouais, on est donc encore une petite équipe. On a la chance de pouvoir être aidé au quotidien d'un stagiaire. Et on est aussi incubé depuis le début de notre projet quasiment. Donc on a d'abord été incubé par La Ruche avec le programme des Audacieuses. Et on est aujourd'hui incubé dans le programme Entropia Startup. Et donc c'est un peu le prolongement de notre équipe, ces incubations, parce que on est entouré de pairs et d'experts qui nous épaulent et qui nous accompagnent vraiment pour le bon développement d'Uptrade. Donc c'est quelque chose de très précieux. Est-ce que vous pouvez nous parler des problématiques que vous avez identifiées vraiment concrètement liées à cette industrie de la mode et à ces stocks dormants dont on parlait très peu il y a quelques années et aujourd'hui qui sont un peu omniprésents, et puis nous présenter la solution dans la partie pitch, donc en 2-3 minutes. Ok, alors, donc la genèse, c'est un peu à l'instinct au départ. En fait, j'avais quelques clients dans la mode, dans mon ancien job, et c'était le seul secteur d'activité dans lequel j'avais du mal à trouver des solutions qui contentent les clients. Parce qu'il y avait un écart entre ce que voulait le client en termes de prix, on parle de valeur, entre ce que voulait la marque, par exemple, de son stock de produits finis ou son stock de matières premières, il y avait un écart entre ce qu'elle voulait et la réalité du marché parallèle. Et donc, c'est un fait, c'est une première problématique, et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il y a un tel écart ? Pourquoi est-ce que les gens attendent plus, alors qu'ils ont passé autant de temps à dévaluer leurs produits au travers de ventes privées auprès de leur clientèle en boutique, d'outlets, de ventes privées sur des sites de vente en ligne, et au final, pour se rendre compte que ce produit-là, qui est un produit neuf, ton consommateur sait déjà qu'il pourra l'avoir à moins 30% en moyenne s'il attend 1 ou 2 mois après sa sortie. Donc, commencer à regarder un peu la production de tissus, le recyclage, le post-consumer, vraiment, je suis devenue un peu un autodidacte parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup d'études, j'en ai même fait mon mémoire à l'ESCP sur tout ce qui était mode durable et comment rendre scalable la mode durable. Donc, il y avait plein de sujets qui tournaient autour de ce monde, de cette nébuleuse. Et plutôt que d'y voir un problème, au global, de se dire ok, les médias montrent que c'est très polluant, ça semble très désorganisé, c'est une industrie qui semble très archaïque et qui est pas très agile. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour apporter notre pierre à l'édifice et essayer de changer tous ces aspects négatifs que sont la pollution, je vais dire maltraitance, mais c'est plus le fait de ne pas considérer les gens qui travaillent pour toutes ces marques de mode, que ce soit en France ou même à l'étranger, surtout à l'étranger d'ailleurs, parce que plus c'est loin, moins on regarde. Donc l'idée, c'était de créer un maillon que j'estimais être manquant, et de le travailler surtout sur du produit qui n'avait pas d'identité de marque. Donc le tissu me semblait être ce produit, et j'avais envie avec tous les stocks qui étaient disponibles, et on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de stocks disponibles à ce moment-là, et je vous donnerai un peu de chiffres après, c'était de créer le maillon manquant entre ces stocks disponibles et toutes ces initiatives qui se créaient et qui avaient elles aussi envie de changer les choses et qu'on n'aidait pas beaucoup. Donc voilà, le maillon manquant, c'était ça, c'était Uptrade, et ça nous semblait important de le lancer à ce moment-là. Et donc 2 ans après le lancement, on se retrouve avec une plateforme, donc c'est hyper cool. Et donc en fait, pour vous donner un peu de chiffres sur la surproduction mondiale, chaque année dans l'industrie de la mode, l'industrie de la mode, déjà, c'est 7% des déchets mondiaux, ce qui est quand même, on va dire, une bonne dose de déchets. Les stocks dormants, ça représente 12% de tout ce qui est produit chaque année dans le monde. C'est 120 milliards d'euros de valeur. C'est colossal. Et du coup, on se dit qu'il y a un vrai marché à saisir sur tous ces stocks dormants. Et du coup, si je devais croiser, par exemple, un grand mania de l'écologie, Elon Musk, par exemple, dans un ascenseur, en 1 minute, je lui demanderais est-ce qu'il sait ce que représente 2 fois la surface de la Suisse. Parce que nous, on s'est rendu compte que la surface de la Suisse fois 2, c'était les textiles gâchés chaque année dans le monde. Et pour pallier à ce problème, on a décidé de créer Uptrade, qui est donc une plateforme qui sauve les fins de rouleau, les déclassés de production,
pour les mettre à la disposition de tous ces acteurs qui savent leur donner une seconde vie. On a un business model qui est hyper simple. On vend pour le compte de nos fournisseurs leur surplus de stock. On ne fait pas de stockage, on n'avance pas de trésorerie et on prend une commission de 25% en moyenne sur les ventes réalisées. Ce qu'on appelle, nous, de la consignation. L'impact positif, c'est que depuis 1 an, on a sauvé plus de 50 000 mètres de tissu. Et en équivalent en émissions de CO2, ça fait par exemple 6 fois et demi le tour de la Terre en voiture. Et en eau, c'est 13 piscines olympiques sauvées. Donc c'est un très gros volume d'eau qui pourrait être utilisé comme eau potable pour des tas de populations qui manquent d'eau aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est à la recherche d'investisseurs pour nous accompagner dans le développement de la plateforme et soutenir les marques mass market et les grands groupes qui veulent aller vers l'upcycling et qui nous sollicitent de plus en plus. Et on veut accompagner tous ces clients dans le sourcing un peu plus, on va dire, en sourcing de bon sens, l'analyse aussi du cycle de vie des rouleaux en fin de vie, et tout ce qui est mesure d'impact autour de la fin de rouleau. Et pour ça, on a besoin de pouvoir les accueillir dans un showroom plus grand. On a aussi besoin d'étoffer notre équipe et soutenir notre croissance. Tu as mentionné différents types de clients potentiels. Est-ce que tu peux, vous pouvez nous en faire un peu le panel? Est-ce que le petit créateur peut venir se sourcer chez vous? Est-ce que tu parlais de scalabilité, c'est adapté à une entreprise à l'extrême de fast fashion avec un gros rythme de production et un volume de production important? Tout à fait. On considère qu'on a 2 bénéficiaires. Donc le premier bénéficiaire, ça va être ceux qu'on appelle nos fournisseurs, donc des fabricants, des confectionneurs ou façonniers, des marques de mode. En fait, tout acteur qui possède des stocks de tissus dormants. Donc aujourd'hui, on travaille à l'échelle européenne et on n'a pas forcément de minimum ou de maximum de quantité sur lesquelles on peut travailler. Potentiellement, on est en capacité de revaloriser n'importe quel stock dormant de textile. Le deuxième bénéficiaire, c'est donc nos clients, qui sont des marques en création, des créateurs, des designers, des écoles de mode, ou même toute marque sensible aux défis écologiques d'aujourd'hui. Pour eux, pareil, on n'a pas forcément de minimum de quantité, si ce n'est le rouleau. On est vraiment sur un modèle dans lequel on ne fait pas de découpe. En termes de localisation, ce sont plutôt des marques françaises et européennes. Et on se rend compte donc c'est des clients en fait qui à la base achetaient des volumes plutôt raisonnés, on va dire, mais de plus en plus avec l'évolution de notre activité, on se rend compte que le panier moyen augmente et qu'aujourd'hui on est attractif même pour des marques qui sont plus mass market et qui ont envie en fait de se tourner vers une production plus responsable. Donc en pratique, on peut acheter quelques centaines de mètres à plusieurs milliers, voire plus, c'est ça, dizaines de milliers. Exactement, tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple en termes de valorisation de ce que peut représenter votre service? Donc pour te donner un exemple concret de ce qu'on a pu faire pour un de nos fournisseurs, il avait à peu près 10 000 mètres de tissu à revaloriser, qu'on a réussi à revendre en un an de Covid, je précise. C'était notre premier lot en plus, donc on a vraiment testé et on a réalisé un chiffre d'affaires de 25 000 euros sur ce lot et on a réalisé une marge nette pour Uptrade de 8 000 euros environ. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas en termes de textile? Sur les textiles, on fait quasiment tout en fait. Ça peut aussi bien être des tissus type, là on a récupéré un stock de vêtements de travail, mais ça peut aussi être de la haute couture, ça peut aussi être des tissus comme du jersey, du molleton, vraiment, ou même de la dentelle ou des tissus de lingerie. On a un scope très large. Aujourd'hui, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est le cuir et tout ce qui est fourniture, accessoires de mercerie. Comment ça se passe quand on vient vers vous? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'onboarding, l'interface, etc., la connexion à la marketplace? Oui, bien sûr. Je vais parler du côté fournisseur et je laisserai les te faire le côté client et expliquer comment ça fonctionne. Pour le côté fournisseur, la plateforme aujourd'hui, elle est accessible que aux clients. Donc déjà, c'est par nous et par nos soins qu'on va intégrer chaque stock qui émane d'un fournisseur. Donc on va travailler au sourcing ensemble, on va identifier avec lui les stocks dormants qu'il veut mettre en valeur, la localisation, l'origine, la quantité des produits, la qualité, le prix de revente, et on définit la meilleure stratégie de commercialisation possible. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle, nous, la partie production, qui est une partie de digitalisation, en fait, ni plus ni moins des stocks, et on va mettre en forme tout le stock, faire des photos et les mettre en ligne.
puisque ça va être le premier contact que vont avoir nos clients avec les produits de notre fournisseur. Ensuite, une fois que la vente est effectuée, il y a tout l'aspect logistique qui se met en place. En fait, on gère pour nos fournisseurs l'ensemble des éléments de logistique. La seule chose qu'on demande à notre fournisseur, c'est de préparer le colis selon le bon de commande qu'on lui envoie. Et le dernier point, c'est qu'on est transparent avec nos fournisseurs et nos clients. On a à cœur de promouvoir leur savoir-faire et leur démarche, notamment de revalorisation de fin de stock. Et du coup, avec eux, on étudie la possibilité de faire des communications, soit ponctuelles, soit un peu plus amplifiées, pour essayer de parler d'eux et de ce qu'ils savent faire et de leurs engagements. Answer me this. How long have you had that mattress? Because it's looking even lumpier than my lockdown love handles. And while those might be more cuddly, a lumpy mattress is doing nothing for your comfort levels or your sleep. So whatever body you're rocking, put it on a Nectar mattress. Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in. That includes a Nectar mattress, mattress protector, cooling pillows, and sheet set, a 365-night home trial, and a forever warranty. Go to nectarsleep.com and get hugged. Du coup, côté client, c'est très simple. En fait, on se connecte sur notre site. Il faut créer un petit compte pour pouvoir accéder à toutes les références. Donc, le client va pouvoir déterminer des critères de recherche en fonction que ce soit de la matière recherchée ou du métrage, si c'est plutôt entre 50 et 100 mètres ou plus de 100 mètres, si le client recherche, je sais pas, du 100% coton par exemple. Derrière, du coup, les références qui correspondent à cette recherche vont ressortir et le client aura alors plusieurs options. Soit l'option la plus simple qui est d'effectuer l'achat en direct via notre plateforme, soit l'option de prendre rendez-vous avec nous dans notre showroom pour pouvoir voir les échantillons de tissu, soit la possibilité, dans certains cas, d'envoyer des échantillons. Et enfin, une fois que les intérêts du client ont été validés pour certains tissus, derrière, ce qu'expliquait Charlotte, nous, on s'occupe de préparer toute la commande et de la logistique avec le fournisseur, et le client reçoit directement chez lui ou auprès de son atelier les tissus qu'il a commandés. Dans un délai record de 1 semaine. Ah oui. C'est important de le dire. Oui, versus Parce que... de la production classique. Exactement. Et ça, c'est clé dans l'upcycling, c'est la disponibilité immédiate des tissus. Est-ce qu'il est possible de déstocker en morceaux ou c'est obligatoirement l'intégralité du stock qu'on achète ? C'est possible de déstocker en morceaux. Ce que tu veux dire, c'est... En rouleau entier ou bien par pan Ouais, non, en fait, on travaille à la référence, donc on va déstocker... Là, par exemple, on a rentré un nouveau fournisseur la semaine dernière et on travaille avec lui sur une sélection qu'il a faite d'un stock disponible de premier choix qui sont des anciennes collections. Et il a choisi de nous donner seulement une parcelle de son stock et pas l'ensemble de son stock. Et l'idée, c'est que si ça s'écoule pas aussi vite que nous, on le veut ou que lui le veut dans 3 mois, on fasse tourner les stocks parce que ça dépend de la saisonnalité, des couleurs qu'on propose. Donc l'idée, c'est d'être assez agile pour pouvoir toujours proposer de la nouveauté à nos clients. Alors, on voit bien la valeur ajoutée écologique. Vous avez parlé du service, de l'aide à la communication, en termes d'économie aussi. Mais comment vous faites après un premier deal pour pas vous faire bypasser ? Qu'est-ce que c'est finalement l'intérêt d'Uptrade ? En fait, l'intérêt d'Uptrade peut être, je dirais, synthétisé en 4 points. Le premier, c'est la centralisation, aussi bien pour nos fournisseurs que pour nos clients. En fait, on leur permet de se sourcer en tissu provenant de différents stocks dormants et tout ça au même endroit. Donc, c'est vraiment, on leur facilite la tâche et on leur facilite l'accès à tous ces stocks dormants. Le deuxième point, c'est la rapidité, puisque nos clients ont accès à l'état des stocks en temps réel. Donc, il n'y a pas de délai de fabrication de 2 à 3 mois comme on l'a abordé tout à l'heure quand on parle de production. Ils peuvent recevoir des tissus commandés via notre plateforme en seulement 5 à 7 jours. Le troisième point, c'est des quantités raisonnées à des prix raisonnables. On offre à nos clients l'opportunité d'acheter sans minimum de commandes. Donc, quand ils pourraient, à l'inverse, être soumis à des minima quand on se tourne vers de la production, aujourd'hui, en passant par Uptrade, ils peuvent très bien acheter 10, 20, 30 mètres de tissu sans surcoût. Et le dernier point, c'est la traçabilité, puisqu'on garantit l'origine de nos tissus grâce aux informations collectées et à notre label Uptrade Tissu Sauvé. Comment ça se passe au niveau de la propriété intellectuelle de matières qui ont été développées, par exemple, spécifiquement pour une marque ? C'est une excellente question qu'on nous pose souvent et qui est encadrée juridiquement, parce qu'on estimait que c'était vraiment trop piégeux de s'aventurer là-dedans.
Nous, on ne maîtrise pas toutes les propriétés intellectuelles des tissus parce que fatalement, on ne peut pas tout connaître en termes de visibilité, surtout si c'est des anciennes collections qui ont plus d'une dizaine d'années, ce qui est largement possible. Donc on a demandé à nos fournisseurs de se responsabiliser sur cet aspect-là et de demander aux marques ou aux directeurs artistiques de nous donner leur accord sur la distribution de certains dessins. Je parle de dessin, je parle pas de logo. Tout ce qui est logoté, on ne fera pas. Tout ce qui est logoté à la marque, c'est même pas dans notre scope. Mais tout ce qui est dessin, on demande d'avoir l'autorisation de la marque express qu'on peut déstocker des produits auprès d'une clientèle. On le fait, tout le monde doit être conscient de ce qui se passe. Donc voilà, s'il n'y a pas cet accord, on ne fera pas de vente de produits sous risque de mettre la propriété intellectuelle d'une marque en danger. C'est pas possible. Est-ce que vous faites du démarchage et si oui, est-ce que vous avez rencontré des freins auprès des fournisseurs, des freins au déstockage par exemple ? Frein au déstockage, oui et non. En fait, bon, déjà par rapport à ce que je faisais avant, clairement c'est hyper facile de vendre cette solution qui est Uptrade. En fait, les vrais freins qu'on a, c'est plus des freins opérationnels. Typiquement, avoir un état des lieux du stock qui est disponible, c'est difficile parce que c'est souvent des stocks qui sont là depuis des années, depuis des années, vraiment des dizaines d'années. Et du coup, d'avoir un fichier précis sur ce qui est disponible en stock, les métrages dispo, la composition, la lèse, c'est des choses qui souvent n'existent pas. Donc opérationnellement parlant, c'est le premier point clé qu'il faut qu'on obtienne. Ensuite, on a un deuxième frein qui est le volume de stock disponible versus l'écoulement possible sur le marché. En fait, c'est une opportunité et à la fois c'est compliqué, mais il y a beaucoup de stocks dispo et il y a donc beaucoup de tissus à vendre, mais les solutions qui existent derrière sont encore petites ou trop jeunes pour pouvoir absorber tout ce qui est disponible. Et donc notre défi, c'est de rendre cette absorption beaucoup plus fluide et que ça se passe tout seul. Donc c'est notre deuxième frein et c'est pour ça qu'on essaye, avec tout l'attrait des mass market, des marques mass market qui se dirigent vers nous, on essaye de trouver des solutions pour faire tourner ces stocks plus facilement. Après, il y a une autre contrainte qui est la contrainte de création. En fait, une fois que vous avez acheté un tissu ou une référence chez Uptrade, vous pouvez acheter la même couleur, un tissu de la même qualité, mais vous ne pourrez jamais retrouver le tissu de la même qualité, sauf si vous vous lancez dans de la production à part auprès d'un fournisseur précis. Mais a priori, le réassort n'existera pas chez nous. Donc c'est une vraie contrainte. Et le dernier frein, c'est qu'en fait, on manque d'investissement. Comme on est passablement ralenti par tout ce qui se passe en ce moment, on aurait besoin d'avoir des investisseurs qui soutiennent un peu l'effort de guerre pour pouvoir propulser Uptrade à un autre niveau que juste ce niveau sympa de début. On aimerait bien passer la vitesse supérieure et commencer les traversées transatlantiques, quoi. Justement, côté marque, est-ce que vous faites un accompagnement à la création quand on veut se lancer ? Parce que c'est quand même une logique extrêmement différente quand on a une marque de mode qui fonctionne de façon classique et qui a un système habituel de commande de tissus, développement de tissus, production de vêtements, etc. Il faut repenser complètement son modèle. Ouais, c'est un peu un défi pour les jeunes marques qui se créent. Donc on décide de les accompagner déjà en étant juste présente et en les écoutant et en échangeant beaucoup. Et en essayant de créer des synergies entre différentes marques avec lesquelles on travaille, différents ateliers avec lesquels on a pu avoir des contacts. Donc, on accompagne ces jeunes créateurs, des étudiants, et on essaye de plus en plus d'accompagner ces marques mass market qui décident d'aller vers de l'upcycling. On encourage aussi même des recycleurs, parce qu'on trouve que c'est hyper intéressant d'aller dans cette voie-là, et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cette voie. Donc l'idée, c'est de rendre accessibles les stocks dont personne ne voulait s'occuper hier, de rendre cette tâche beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc on a bien cerné les différents besoins et on est en train de dessiner des accompagnements un peu plus spécifiques à chacun de ces acteurs sur le marché. Et alors, du coup, une fois qu'on est lancé, tu parlais de la problématique du réassort, donc qui nécessairement n'existe pas. Comment est-ce qu'on rend ça scalable et particulièrement quand on est une grande marque ? En fait, ça va être jouer sur plusieurs aspects. Déjà, on a quand même des tissus sur lesquels on a des métrages assez importants qui vont permettre de faire des collections de plus de 100 pièces à la référence, par exemple.
Et après, on sait très bien que même auprès des plus grosses marques mass market, si elles viennent à jouer le jeu de l'upcycling, ça va pas être, elles vont pas revoir d'un coup d'un seul toute leur production. Donc ça va d'abord passer par des collections capsules. Ça peut ensuite être se focaliser sur 1 ou 2 modèles. Et c'est comme ça en fait qu'elles vont implémenter l'upcycling au cœur de leur production et qu'elles le rendront scalable. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, pas de façon binaire, mais vraiment sur une stratégie de petits pas. Est-ce que vous accompagnez les marques avec lesquelles vous avez travaillé sur la démonstration publique de cet engagement en fait? Comment est-ce que moi, en tant que consommateur, je peux savoir que ça est un tissu qui a été upcyclé? C'est une initiative d'Éléonore au départ de créer un label qui s'appelle le label Tissu Sauvé, qui est donc le label d'Uptrade, sur lequel on a, au même titre que n'importe quel autre label qui existe déjà sur le marché, juste que celui-ci, à la différence des autres, il est dédié au sauvetage des tissus, en fait, tout ce qui était inutilisé, et on l'a bâti sur 4 valeurs fondamentales, et c'est des engagements qu'on tient et qu'on veut respecter. C'est que des tissus qui sont issus de stocks dormants. C'est pas du tout du stock service, c'est-à-dire des tissus qui sont disponibles de collections courantes. Ensuite, on garantit une traçabilité à minima le fabricant. Et si on peut avoir plus, super, on va communiquer sur plus. Ensuite, il faut que ce soit de la production européenne ou à minima un stock qui est localisé en Europe, même si c'est une production asiatique ou d'ailleurs. Et le dernier point, c'est qu'on tient absolument à mettre en avant les savoir-faire de nos fournisseurs, qui sont pour nous hyper importants dans ce qu'on appelle aujourd'hui la relocalisation d'une économie locale, que ce soit une économie française ou européenne. On ne peut pas jouer solo sur l'histoire, mais essayer de valoriser ces savoir-faire. Donc c'est ce qu'on met dans notre label, et c'est ce qu'on va essayer de diffuser à un grand panel de consommateurs et de marques pour essayer d'éduquer les gens et de comprendre comment les choses sont faites et de valoriser ces magnifiques savoir-faire qu'on a en Europe. Alors, ce serait qui le prochain client idéal? Le client idéal, en fait, c'est tout simplement celui qui accepte de jouer le jeu de l'upcycling. Et donc de revoir un peu ce processus classique de création qui est de plutôt se dire, ok, je vais partir de la matière. Et en fonction de la matière disponible, je vais penser et créer les pièces que je souhaite réaliser à partir de cette matière-là. Donc c'est un client qui est a priori plutôt ouvert d'esprit et surtout agile. Et les prochaines étapes pour vous, qu'est-ce que c'est? Alors on est à la recherche de financement pour continuer de développer notre projet, pour continuer de développer notre plateforme et surtout pour structurer une équipe. On est en train de préparer notre première levée de fonds. Donc on est à la recherche de 400 000 €. Et on est également à la recherche de locaux, si jamais quelqu'un m'entend et a des locaux disponibles. Voilà. À Paris ou en région parisienne, donc un espace important pour stocker en partie? Alors on ne pas stocker ou très très peu, mais en fait idéalement dans Paris, pour pouvoir aussi recevoir nos clients en fait, dans un espace showroom dédié avec un espace plus poste de travail accolé. Et le dernier point, c'est les next steps sur la partie engagement. En fait, on veut vraiment s'engager sur tout ce qui est pilotage de notre politique RSE et sur l'accompagnement de cette politique RSE aussi chez nos fournisseurs. Et c'est pour ça qu'on souhaite en fait développer des outils de mesure d'impact et de mesure d'analyse de cycle de vie des fins de rouleau issus des stocks dormants pour pouvoir devenir, en fait, on a vraiment cette volonté de devenir pionnière dans l'analyse de l'upcycling, de son impact et de comment en fait pouvoir massifier cette pratique au sein des marques. Alors, vous êtes deux jeunes entrepreneuses. Je suis curieuse de savoir, dans le monde actuel, ce que c'est votre vision d'une entreprise et de son rôle en 2021 et pour les 10 à 20 années à venir, ce que je vous souhaite dans le développement d'Uptrade. Le premier point, c'est s'informer. Je pense que le rôle d'une entreprise, c'est vraiment de s'informer sur les solutions existantes, des solutions qui vont permettre justement de transformer ces externalités négatives en opportunités positives. C'est, je pense, clé. Après, il y a une question d'éducation. Quand tu es une entreprise et que tu produis quelque chose, un service ou un produit fini, tu te dois d'éduquer tes collaborateurs et tes consommateurs. Dire
pourquoi tu as choisi cette solution plutôt qu'une autre et essayer de les amener dans la réflexion parce que de tes collaborateurs et de tes consommateurs, tu peux aussi avoir de bonnes idées. Donc cet aspect d'éducation est pour nous hyper important. Ensuite, un autre aspect, c'est le fait de mutualiser, puisqu'on est convaincu que les déchets des uns font la richesse des autres et qu'en fait, il faut vraiment réfléchir ensemble et pas de façon individuelle, parce qu'on a aujourd'hui tout intérêt à s'entraider, à mutualiser nos compétences, à mutualiser nos savoir-faire pour pouvoir justement avoir un impact qui sera encore plus important pour le monde de demain. Et le dernier point, c'est prendre des risques. Parce qu'on va arriver dans une économie qui est ultra incertaine. On ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Ça peut changer du tout au tout. On ne sait pas du tout de quelle manière ça peut changer. Et si on ne prend pas de risques maintenant, c'est juste... c'est ne pas prendre de risques est un vrai danger. Il faut prendre des risques. Super, merci beaucoup les filles, très belle continuation. On va suivre ça de près. Merci Victoire. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.